Deuxième partie de Territoire d'Info avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales de France, le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. Et l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Brice Hortefeux. Bonjour, vous êtes bien sûr ancien ministre de l'Intérieur. Et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Oriane Mancini, spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Oriane. Bonjour. Et bonjour Denis Caro, bonjour. Directeur des rédactions de Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Brice Hortefeux, votre interview sera retransmise sur les sites vidéo internet de la presse quotidienne régionale à partir de 10h ce matin, cette interview. On en vient tout de suite à l'actualité, si vous le voulez bien. Donc, le Premier ministre a annoncé ses mesures, a dévoilé sa nouvelle stratégie de maintien de l'ordre. Elle est détaillée, on en a parlé avant que vous n'arriviez sur ce plateau. Est-ce que c'est une réponse à la hauteur? Est-ce que vous, qui connaissez bien le ministère de l'Intérieur, vous avez été ministre, vous connaissez bon nombre de ses collaborateurs, j'imagine, qui sont restés au ministère ou qui sont des fonctionnaires, est-ce qu'ils sont aussi également capables d'appliquer ces nouvelles mesures? Est-ce que vous avez confiance pour samedi prochain? Oui, naturellement, je vais répondre à votre question, mais il y a une chose qui me frappe d'abord, c'est que je trouve que l'on n'a pas suffisamment conscience de la gravité de la situation. Et puisque ce que nous avons vécu depuis 18 semaines est totalement inédit sous la Ve République. Qui n'a pas conscience de la gravité de la situation? Peut-être les médias, peut-être l'opinion publique, peut-être les responsables publics, car ce que l'on doit retenir, c'est que jamais sous la Ve République, nous n'avons connu une aussi longue période de désordre. 18 semaines, ça ne s'est jamais vu avec saccage, avec pillage et avec casseurs. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a un deuxième élément sur les mesures. C'est que, moi je pense, ce matin, ayant exercé ses responsabilités, aux policiers, aux gendarmes, vous vous souvenez que le gouvernement avait annoncé la mobilisation, selon certains samedis, de 80 000 policiers et gendarmes, et je pense à eux parce que cela fait donc des semaines qu'ils sont mobilisés, des semaines qu'ils font des heures extrêmement difficiles, des semaines où ils doivent s'interroger sur comment tout ceci sera indemnisé, tout ceci sera rémunéré, et des semaines qu'ils comptent le nombre de blessés et qui, aujourd'hui, comme vous le savez, dépasse 1300. 1300 policiers, gendarmes, pompiers qui ont été blessés. Donc c'est d'abord à cela que je pense, et il faut avoir la lucidité de cette situation. Alors maintenant, qu'il y ait des mesures qui soient engagées, c'est bien, mais c'est tard et sans doute flou. J'ai été stupéfait d'entendre le président de la République samedi soir réclamer des décisions fortes. Mais il a fallu attendre donc 18 samedis pour que le président de la République comprenne qu'il fallait des décisions fortes. Donc ça, c'est une première réaction. Ce qu'a été votre ministère n'est pas en cause, selon vous, ceux qui ont été vos fonctionnaires, parfois vos collaborateurs, qui sont encore là-bas. Je ne suis pas naturellement dans le secret du bureau du ministre de l'Intérieur actuel. Bon, d'ailleurs, je le dis, c'est pas parce que je suis dans l'opposition que je vais expliquer que tout ce qui est fait est mauvais, que tous les responsables sont nuls. C'est pas mon tempérament et c'est pas ce que, à l'étape de mon engagement public, c'est pas du tout ce que j'ai envie de dire. Simplement, je ne crois pas à des dysfonctionnements comme apparus par je ne sais quelle opération du Saint-Esprit qui justement n'aurait rien fait, comme cela a été dit par le Premier ministre. Je pense qu'il y a des consignes qui ont été données, des ordres qui ont été donnés, et ces ordres étaient incontestablement pas les bons. Pourquoi? Je vous donne un exemple simple. On nous dit qu'il fallait éviter naturellement qu'il y ait des blessés, voire plus graves encore. Donc ça veut dire pas de contact physique. En réalité, c'est la doctrine qui a été mise en place, vous le savez, vous l'avez d'ailleurs expliqué, c'est la doctrine qui a été mise en place depuis les lois de Vaquet. À l'époque, c'était Philippe Massony, qui a d'ailleurs été préfet de police, et aussi un policier, Jean-Marc Berlioz, qui avait, avec d'autres, qui avait établi cette doctrine. Donc, pas de contact physique. Mais s'il n'y a pas de contact physique, donc il faut tenir à distance les manifestants. Et là, incontestablement, ce week-end, cela finit par être dit et dévoilé. Eh bien, on a dit pas de contact physique, donc maintien d'organisation traditionnelle, mais en même temps, on a changé les armes non létales, ce qu'on appelle les LBD, en réduisant leur portée. Les fois précédentes, les armes létales ont une portée de 30 à 40 mètres selon les cas, c'est-à-dire que ça permet de maintenir à distance
les émeutiers. Et là, on les a mis à 6 mètres. Donc, naturellement, on a tous les risques de dérapage. Il faut plus de fermeté pour vous, Brice Hortefeux, quitte à assumer d'avoir des blessés. Est-ce que samedi prochain, il faut assumer qu'il y ait des blessés si les manifestations sont aussi violentes ? Précisément, c'est ça le sujet. D'abord, la doctrine qui est appliquée encore jusqu'à ce samedi dernier n'est plus la bonne, puisque la doctrine était utile est efficace en cas de manifestation, elle est inefficace en cas d'émeute. Et nous sommes dans le cadre d'émeute. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, et je pense que les mesures qui ont été annoncées sont à la fois trop tardives, et en même temps, elles sont trop floues. Parce que annoncer l'interdiction de certains périmètres à ce stade, c'est déporter le problème. Et je pense que la seule mesure claire, compréhensible, lisible à prendre, c'est l'interdiction de toute manifestation. Et il y a eu des dérives, et il faut donc en prendre acte et annoncer et faire respecter surtout les décisions. Parce que la marque de ce gouvernement, c'est que les mots sont toujours forts et les actes régulièrement mous. Mais juste pour être clair, samedi, vous dites interdiction totale de manifester sur tout le territoire ? Je pense que c'est la bonne méthode. Et je regrette d'ailleurs que l'opposition n'ait pas été entendue sur ces sujets. Parce que nous avions dit dès le 4 décembre, c'était le 16 mars samedi. Le 4 décembre, nous avions réclamé l'instauration de l'état d'urgence et cela avait été traité avec condescendance, mépris, comme c'est toujours le cas avec les propositions de l'opposition de la part du gouvernement. C'est systématiquement le cas. De la même manière, des voix demandent à nouveau le rétablissement des peines planchées. Est-ce que ça serait nécessaire aujourd'hui ? Oui, ça avait été supprimé par idéologie et quand nous les avions mis en place. Vous savez, il faut à la fois des signaux et des actes. Et donc, peine planchée, c'est à la fois un signal, c'est-à-dire vous recommencez, eh bien vous êtes sanctionné. Et ce sont des actes parce que la sanction est lourde. Donc il faut les deux. L'état d'urgence ? L'état d'urgence, c'est ce que nous avions proposé, je vous le dis, dès le 4 décembre. C'est-à-dire que nous étions responsables. L'état d'urgence, c'est pas compliqué à mettre en place. L'état d'urgence, c'est un décret, c'est une loi de 1955, c'est un décret qui permet au Conseil des ministres d'instaurer cette situation. Donc il n'y a rien de très compliqué. On réunit à l'occasion de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République et le Premier ministre proposent l'instauration de l'état d'urgence, le décret est publié et c'est immédiat. Donc oui, l'état d'urgence à l'époque aurait été utile, ça aurait sans doute évité la dérive que nous avons connue, parce que l'état d'urgence permet effectivement l'interdiction de manifestation dès lors qu'il y a une menace sérieuse à l'ordre public. C'est schématique, mais enfin, pratiquement c'est cela. Et donc ça aurait été utile dès le 4 décembre. Tony Caro ? Vous nous avez parlé tout à l'heure des dysfonctionnements. Vous dites, je ne crois pas à des dysfonctionnements. C'est la raison qui a été invoquée pour justifier le limogeage de Michel Delpech. Pour vous, ce n'est qu'un fusible, ce n'est pas lui qui est responsable de ce qui s'est passé samedi ? Oui, j'essaie là aussi d'être raisonnable, parce qu'on peut effectivement soit accabler le préfet de police, soit au contraire dire c'est scandaleux, c'est le ministre. Comme ça. Bon, il y a une tradition sous la Ve République, et d'ailleurs sous la République plus largement, qu'à un moment donné, les préfets servent, comme le mot que vous utilisez, de fusible. En l'occurrence, je ne comprends pas très bien la logique, puisqu'il y a eu effectivement des failles d'ordre public à Paris, mais enfin il y en a eu à Montpellier, il y en a eu à Toulouse, il y en a eu à Bordeaux, et on choisit pour remplacer le préfet actuel celui de Bordeaux. Il y a eu aussi des failles à Bordeaux. Donc, vous connaissez Didier Lallement ? Bien sûr, je connais la plupart des préfets qui sont en poste. Il fera un bon préfet de police de Paris ? Écoutez, on le verra, mais je veux dire, il n'y a pas eu Paris le désordre, Bordeaux l'ordre et la sécurité. Non, il y a eu des problèmes aussi à Bordeaux, comme il y en a eu à Toulouse. Bon, je vous le dis, je comprends la décision qui a été prise, mais par tempérament, moi, je n'aime pas quand le politique se défausse sur l'administratif. Et lorsque j'exerçais ces fonctions, moi, je n'ai pas placé hors cadre, c'est-à-dire mis fin aux fonctions d'un préfet, sauf faute personnelle de la part de l'intéressé. Mais je ne l'ai pas fait, c'est un autre choix qu'a fait le gouvernement. Denis Caro. Beaucoup considèrent aujourd'hui que le maillon faible, c'est Christophe Castaner. Il sera auditionné aujourd'hui au Sénat. Est-ce que vous attendez quelque chose de cette audition ? Peut-être peut-il répondre à des interrogations. Qu'est-ce qu'avait signalé le renseignement territorial ? Le renseignement territorial avait dû faire remonter des informations avant samedi. Qu'y avait-il dans ces informations ? Est-ce que ces informations étaient justes ou est-ce qu'elles étaient fausses ? Est-ce qu'elles ont été suivies de conséquences et prises en compte, et donc notamment dans la mobilisation des effectifs ?
Est-ce que, autre exemple, peut-être sera posée la question de suivi des réseaux sociaux. On sait que, bien sûr, les Black Blocs, tout ça, ne vont pas sur les réseaux sociaux, mais enfin, il y a malgré tout un certain nombre de situations dans lesquelles il y a des expressions qui apparaissent sur ces réseaux. Est-ce qu'il y a eu un suivi? Quelle était la conséquence de ce suivi? Et puis, la question, à vrai dire, évidente. Vous aviez d'un côté 1500 casseurs et pilleurs, et de l'autre côté 5000 policiers et gendarmes. Comment se fait-il qu'il n'ait pas réussi à maîtriser ces casseurs? Vous savez, je suis député européen, donc je discute, moi, dans l'hémicycle du Parlement européen, j'ai un voisin qui est espagnol, un autre voisin qui est hongrois. Je vous garantis, il regarde les yeux écarquillés la situation dans notre pays. Là, je ne les ai pas vus depuis samedi, parce qu'il n'y avait pas de séance plénière, mais ils m'en ont parlé, bien sûr, précédemment. Pensez que la France, qui est la 6e puissance mondiale, qui est la 2e puissance européenne, n'arrive pas à assurer la tranquillité, l'ordre et la sécurité sur l'avenue qui est sans doute la plus connue dans le monde, évidemment, ça stupéfie nos compatriotes européens. Cette situation avec un ministre de l'Intérieur fragilisé, un ministre de l'Intérieur dont on voit des images en boîte de nuit la semaine précédente, est-ce que c'est tenable ? En tout cas, si votre question insidieuse, c'est est-ce que vous-même vous étiez en boîte de nuit lorsque vous exerciez vos fonctions, oui, je vous réponds. J'ai 2 fois, au moins. Une première fois avec le syndicat, à l'occasion des vœux du syndicat SGP-FO, et c'était à l'époque avec Jean-Claude Mailly. Et donc, c'est m'est arrivé d'aller dans une discothèque dont j'ai oublié le nom, mais qui était à côté des Champs-Élysées. C'était pour la présentation des vœux syndicaux. Et autrement, au Paradis Latin, puisque le syndicat Alliance le syndicat Alliance fait traditionnellement ses vœux, ainsi que Synergie Officier, font traditionnellement leurs vœux dans cet établissement. Donc vous nous avez appris quelque chose là. C'était mes sorties. Vous voyez, qui sont moins joyeuses que celles du ministre actuel. Alors, peut-être la question sur Christophe Castaner, c'est est-ce qu'il doit démissionner? Non, mais moi, je rentre pas. Si vous voulez, je comprends très bien. Il y en a qui il y en a beaucoup dans votre camp, surtout. Les Républicains demandent sa démission. Oui, pas c'est simplement. politique. Pas simplement dans l'autre. Moi, je comprends. C'est une analyse. Moi, je rentre pas dans cette perspective-là. C'est une décision personnelle du ministre, bien sûr, et une décision politique du président de la République et du chef du gouvernement. Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, est notre invité politique ce matin sur ce plateau en direct pour Territoire d'Info. À l'occasion d'un débat avec des intellectuels à l'Élysée, le président a affirmé hier qu'il faudra peut-être reconditionner la part de l'ISF, l'impôt sur la fortune supprimée, si les objectifs de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, ne sont pas atteints. Ça va dans le sens de ce que vous souhaitez, Brice Hortefeux? Oui, ça va surtout dans le sens de ce que l'on observe depuis le début de ce quinquennat, c'est-à-dire on fait un pas en avant, on fait un pas en arrière et ça se conclut par un pas de côté. C'est la méthode, mais la méthode régulière, quel que soit le sujet, avec le président de la République et ce gouvernement. Vous avez écouté le président. Je vous dis, non mais je vous dis sur l'impôt de solidarité sur la fortune, parce que c'est finalement comme ça que c'est connu. Et bien sûr que c'est toujours le réflexe, on va faire payer les riches, on va faire payer le voisin, le riche c'est jamais soi, c'est naturellement celui d'à côté, c'est une constante peut-être française, sans doute d'ailleurs mondiale. Bon. Mais je vous le dis, il faut faire un effort de pédagogie, et ça rapporte 5 milliards, c'est pas rien. Bien sûr, ça a rapporté 5 milliards. Simplement, ça fait fuir des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de contribuables qui sont allés ailleurs. Donc, la méthode n'est pas la bonne. Deuxième réflexion, toute imposition sur la fortune dans notre pays n'est possible, à mon sens, que si nos voisins faisaient la même chose. Or, tous les pays européens y ont renoncé. Soit ils l'ont purement et simplement supprimé, soit ils l'ont vidé de sa substance, comme c'est le cas en Espagne. Donc nous ne sommes pas une île, on n'est pas isolé, on est dans un environnement et dans un environnement concurrentiel. Donc ce n'est pas une bonne idée. Vous êtes aussi député européen, Ryan Mancini. Oui, un député européen, décision demain sur l'exclusion de Viktor Orban et de son parti du PPE, parti auquel vous appartenez au Parlement européen, suite à sa campagne mensongère contre Jean-Claude Juncker, lui aussi membre du PPE. Joseph Daul, le président du PPE, semble souhaiter un compromis, c'est en tout cas ce qu'il a dit lors du Conseil national des Républicains samedi. Est-ce que c'est aussi votre avis et quel compromis ? Oui, qu'il y ait un compromis, moi j'y suis favorable.
Car on ne peut pas balayer, évidemment, vous me demandez de répondre en 15 secondes, c'est très compliqué. Moins que ça même. Moins que ça. Et écoutez, je suis favorable, si c'est moins que ça, je vous dis, je suis favorable à un compromis. Voilà. Mais lequel ? Eh bien, justement, j'attends Joseph Daul, le président du PPE, se réserve l'annonce de ce compromis. Il le fera demain après-midi. Il y aura un vote demain après-midi au PPE. Et donc, moi, si ce compromis existe, je soutiendrai un compromis. Donc pas d'exclusion. Parce qu'on ne peut pas ne rester sans rien dire face à ce que dit le Premier ministre avec ses panneaux qui est entre l'autoroute, entre l'aéroport et Budapest, dénonçant Juncker, le président de la Commission européenne, ne peut pas rester sans rien dire. Et en même temps, je constate que Viktor Orbán, c'est celui qui, en Europe, a réussi le mieux à contenir la poussée de l'extrême droite. Partout ailleurs, l'extrême droite progresse, elle ne progresse pas en Hongrie. Denis Caro. Pour les européennes, les Républicains partent avec une liste rajeunie, une tête de liste nouvelle. Est-ce que le choix de François-Xavier Bellamy est le bon ? On voit qu'il remonte plutôt dans les sondages. Est-ce que c'est une réussite de Laurent Wauquiez ? Oui, en tout cas, c'est à mettre au crédit de Laurent Wauquiez, puisqu'il avait observé l'expression de François-Xavier Bellamy, qui est un intellectuel, qui est un philosophe, qui est naturellement jeune, mais qui a en même temps une expérience d'élu local, puisqu'il est maire adjoint dans une collectivité importante, qui s'était engagé déjà dans la vie publique, puisqu'il n'avait pas de carte, mais il a été candidat aux élections législatives. Et je dois reconnaître, si ce n'était pas le cas, je le dirais aussi facilement, je dois reconnaître que j'étais à Lyon lors du Conseil national, que François-Xavier Bellamy a fait un discours très impressionnant, à la fois sur la forme, par la qualité de son expression, et en même temps par la hauteur de vue. Et donc, c'est à mettre au crédit de ce que accomplit Laurent Wauquiez pour reconstruire notre famille politique. Nous avons souffert, nous avons quasiment été détruits, et là, incontestablement, nous sommes en train de regravir la pente. Merci Brice Hortefeux. Il fait partie du Nouveau Monde, donc, François-Xavier Bellamy. Oui, mais le Nouveau Monde, faites attention, parce que au rythme actuel avec le président de la République, l'Ancien Monde lui-même deviendra bientôt le Nouveau. Merci Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, d'avoir été notre invité politique. On passe au débrief dans un instant. Yves Tréhard, Denis Jeanbart, merci. Denis Caro, merci. Aurélien Mancini. Merci Brice Hortefeux, qui était notre invité politique ce matin. Font leurs entrées, Denis Jeanbart, éditorialiste à Nice Matin et Challenge, bonjour, et Yves Tréhard, qui reste directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Monsieur est observateur. Bonjour Denis, bonjour à tous. Une réponse à la hauteur. Alors, Brice Hortefeux s'est exprimé sur ce plateau tout à l'heure, plus modéré que beaucoup d'autres dans l'opposition. Yves Tréhard, normal ? Non, mais il a le juste ton, je pense. Parce que quoi, il a exercé les fonctions, donc il sait ce que c'est que la difficulté. C'est un ministère qui est bougrement difficile. Non, mais je crois qu'il a eu une très bonne réflexion en disant il n'y a pas eu des dysfonctionnements, il y a eu des erreurs dans les ordres qui ont été donnés, et ça me paraît plus juste, si vous voulez. Après, je pense que, vous savez, tout ce qui est excessif est nul, et justement, Brice Hortefeux s'en garde. Il n'est pas dans l'excès langagier, dans l'excès de la pensée, et il voit ce qui se passe, il sait très bien que c'est compliqué. Il a des remarques qui me paraissent tout à fait justifiées, en disant de toute manière que c'est toutes les manifestations effectivement qui devraient être de cet ordre, qui devraient être interdites. Simplement, est-ce que là c'est possible, même avec l'état d'urgence? Je ne sais pas, il faudrait consulter. Parce que vous savez, vous avez toujours, il y a quand même un mois et demi, les commentateurs, les politiques, et s'indignaient des violences policières. Souvenez-vous, ce n'était pas le cas évidemment de Brice Hortefeux, mais on est passé d'un excès à l'autre, quoi. Faut faire attention. Denis Jeanbart. Oui, j'ai été frappé par sa modération, sans doute parce qu'il connaît la difficulté du job. Il l'a pratiqué. Quand même, il fait une observation juste. On n'a jamais vu, je pense, dans la Ve République, 18 semaines de manifestations, souvent très violentes. La troisième chose qu'il a soulignée et qui me pose aussi question, c'est on se débarrasse du préfet de police de Paris et un homme, en effet un préfet, qui n'a pas mieux réussi à Bordeaux. Donc on peut se poser des questions sur la nature de cette décision. Oui, on ne va pas faire instruire le procès de quelqu'un qui n'a pas encore commencé. On va voir ça. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est qu'il y a sans doute
Là, ce qui est plus grave, et il l'a évoqué, Brice Hortefeux, c'est effectivement la technique, ou plutôt la stratégie de maintien de l'ordre. Est-ce que ces stratégies de maintien de l'ordre qui consistent, il a dit, ça avait été théorisé par le préfet Massoni, de ne pas aller au contact... Grande figure de la préfecture. Préfecture de police sous Chirac, de ne pas aller au contact des manifestants ou des émeutiers, parce que là, il s'agit d'émeutiers, non pas de manifestants, ou est-ce qu'au contraire, il faut revoir ça et autoriser les forces de police et de gendarmerie à le faire. Et à ce moment-là, on s'expose. Alors, on aura d'autres polémiques, vous allez voir. À des blessés, comme d'habitude, à des blessés, voire plus. Donc, on est schizophrène dans ce pays. Il faut savoir ce qu'on fait. Et en effet, il faut être prudent dans le commentaire. Il faut quand même mettre à l'actif du gouvernement. 18 semaines, en effet, c'est beaucoup. Mais pendant ces 18 semaines, il n'y a pas eu de mort. Ouais. Donc ça aussi, c'est à l'actif des forces de police. Il faut quand même le dire. Elles ont réussi à éviter ce drame-là. Et Yves a raison. C'est que si on change de tactique ou de philosophie et qu'il y a des victimes, voire des morts, mais vous verrez en effet que le débat sera différent. Votre opinion sur Christophe Castaner comme ministre de l'Intérieur, il est très contesté évidemment après les violences de ce week-end, soutenu par le Premier ministre d'ailleurs, hier à nouveau. C'est le prochain fusible, c'est-à-dire que le prochain qui va sauter, c'est lui, ça c'est sûr. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il aille au-delà d'un remaniement ministériel qui aura lieu avant ou après les... Des informations ou c'est... Non, j'ai pas d'informations, mais ça me paraît compliqué. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est difficile de s'en séparer parce que, comme toujours, la crise, oui, le président, d'abord pendant la crise, et ensuite le président veut toujours avoir un proche et un fidèle à l'intérieur. C'était le cas de Brice Hortefeux avec Nicolas Sarkozy, c'est le cas de Castaner avec Emmanuel Macron. Mais c'est vrai qu'il a raison de dire que c'est le prochain fusible. C'est-à-dire que si ça se passe de nouveau très mal, il sera très compliqué de première ligne. Parce que là, on a brûlé toutes les cartouches, si j'ose dire, et donc maintenant, c'est lui qui est vraiment en première ligne, même si en réalité, il l'est en permanence, parce que le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui pilote les opérations. C'est le premier flic de France. Dans le Figaro, un papier intéressant, à l'occasion d'un débat avec des intellectuels, le président a affirmé qu'il faudra peut-être reconditionner la part de l'impôt sur la fortune supprimée si les objectifs de l'impôt sur la fortune immobilière ne sont pas atteints. Il peut reculer, Emmanuel Macron, là-dessus, Yves Tréhard? Je ne sais pas s'il peut reculer, mais en tous les cas, il ne dit rien de très nouveau, en fait, parce qu'il y a l'évaluation, vous savez, qui doit être faite de cette... C'est pas un totem, cette affaire? Non, c'est pas encore un totem, parce qu'il y a une évaluation qui doit être faite, elle a toujours été promise, cette évaluation. Le Premier ministre en a reparlé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Tout le monde s'abrite derrière cette évaluation, sachant que je ne vois pas comment il va revenir dessus. Mais hier, il était avec une bande d'intellectuels qui devaient sans doute être très bien pensants sur le plan fiscal et qui devaient être, je ne sais pas, sans doute contre la richesse. Et donc, c'était des propos de circonstance tenus, j'allais dire des propos de comptoir, des propos de bavardage intellectuel. J'adore Yves quand il y a ce numéro-là. Mais non, simplement pour dire ce qui est surprenant dans cette réunion avec les intellectuels qui sont toujours prêts, en effet, à se rendre à l'Élysée, c'est qu'il faut retrouver les mots que le président prononçait à leur sujet il y a encore quelques mois. Il ne cessait de fustiger ces intellectuels médiatiques et aujourd'hui, et hier soir, ils se sont retrouvés autour de lui, mais ce sont quand même en général des gens de qualité. Mais sur l'IFI, moi je pense qu'il faut quand même faire attention. Impôt sur la fortune immobilière. Hein, oui, il faut quand même faire attention. Le chef de l'État a expliqué que c'était de la rente. Mais ce n'est pas de la rente. C'est la seule activité économique qui soit protégée. L'immobilier en France, c'est une activité qui n'a pas de concurrence internationale et qui génère de l'emploi, de l'activité et ensuite de la dépense avec les entretiens. Donc, j'ai constaté d'ailleurs dans les chiffres que l'activité immobilière en France commençait à chuter. J'ai peur qu'avec des mesures qui consisteraient à aggraver l'IFI, eh bien, on provoque une accélération de ce décrochage. Yves Tréhard, un dernier mot là-dessus? Non, c'est sûr que il faut faire très attention, effectivement, parce que vous savez, vous connaissez la phrase, quand le bâtiment va, tout va. Ça reste vrai. Ça reste vrai. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les prix de l'immobilier ont considérablement augmenté. Dans les métropoles, d'ailleurs. Notamment dans les métropoles. Il faut voir ça, mais je pense que ça serait une mauvaise idée de revenir en arrière. Je suis d'accord avec Denis pour dire que c'est pas de la rente.
vous savez, le nombre, c'est pas de la rente. Est-ce que c'est pas du pragmatisme? Oui, non, mais c'est de la rente pour une tranche supérieure. Mais pour le Français moyen qui achète, c'est pas de la rente. Bien sûr, c'est pas de la rente. Et donc, il faut faire très attention à ça. Moi, je pense que, sincèrement, et d'ailleurs, l'argument, c'est de dire que quand il y avait l'impôt sur la fortune, en général, sur les fortunes, ça n'a pas résorbé et permis de résorber la pauvreté. Hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il faut faire très attention. Et moi, je pense qu'il n'aurait pas intérêt à revenir en arrière parce que ça serait un signal extrêmement négatif de sa conduite politique. Merci beaucoup Yves Tréhard. Histoire de l'islamisation française 1979-2019, vous vouliez signaler ce livre de signale la sortie chez l'Artilleur. Oui, je signale la sortie de ce livre. C'est un livre collectif, c'est un travail sur 40 années, sur, au fond, les revendications de l'islam au cours de ces 40 années. Ce n'est pas du tout un livre d'opinion. C'est totalement factuel. À la fois, ça rend compte de ce qu'ont fait les politiques et ce que disaient les médias à chaque conflit. 79 parce que c'est la révolution iranienne. Absolument. Et on a les positions des politiques et les commentaires des médias, année après année, avec des retours historiques. C'est extrêmement éclairant. Vraiment, c'est un livre exceptionnel. Collectif, Histoire de l'islamisation française, 79-2019. Impressionnant. Voilà, chez l'Artilleur. Merci Denis Jeanbart, merci Yves Tréhard. Merci. On passe aux matin ensemble de Christophe Combarieux. Ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos notamment. On regarde ensemble, on se retrouve après. Le pays est plongé dans le chaos, on est la risée du monde entier. Et pourquoi nous sommes dans cette situation? Parce que la politique économique et sociale du président de la République est injuste. Je veux dire, la France se ridiculise là. Il y a 10 000 personnes dans la rue et on assiste à toutes ces destructions. Et quand on n'assiste pas à toutes ces destructions, on assiste à quoi? À des gens à des policiers qui tirent à flux tendu sur des manifestants. Je veux dire, on ne sait pas maintenir l'ordre. Qu'est-ce qui se passe? On nous avait promis la compétence. Elle est où la compétence là? Vous savez, le renoncement, ça a commencé à Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes qui commence à être réinvestie d'ailleurs par les zadistes. Et ces zadistes-là, on les retrouve aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Moi, je ne comprends pas. Ce sont les deux principales figures du mouvement des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, ils sont dans le viseur du gouvernement. Sur les réseaux sociaux, Éric Drouet a appelé à envahir l'Élysée. Maxime Nicole, lui, a légitimé la violence de ces derniers jours. Vous vous rendez compte que ces deux personnages sont fiers, ils ont utilisé ce mot, que quelqu'un ait mis le feu à un immeuble d'habitation au risque de voir périr des familles entières à l'intérieur? Et ils sont fiers. Ce sont des révolutionnaires d'opérette. On a une équipe, franchement d'amateurs, je suis désolé de le dire, qui réagit trop tard à chaque fois, alors que c'était, je le répète... Donc Christophe Castaner aurait dû être viré? Très franchement, oui. Est-ce que la démission du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a été envisagée? Non, car encore une fois, le sujet que nous avons constaté, c'est un dysfonctionnement dans l'exécution d'une stratégie qui avait été fixée par le gouvernement. J'ai donc pris la décision, avec le président de la République, de procéder au changement du préfet de police. Rien de nouveau, beaucoup de palabres, un lampiste qui saute pour essayer de détourner l'attention sur les fautes, sur l'incapacité, sur l'impuissance, sur l'incompétence du gouvernement. Le préfet de police, par nature, met en œuvre la sécurité et l'ordre public. Le ministre définit une stratégie, je vous ai dit, on l'a changée entre le 1er et le 8 décembre. Michel Delpech a la responsabilité de cette mise en œuvre. Il y a des choses qui lui ont échappé. Christophe Castaner ignorait qu'un usage différent des LBD serait fait ce jour-là? Nous avons constaté samedi soir que les consignes qui relevaient de la stratégie que nous avions définie à la suite du 1er décembre, n'avaient pas été correctement mises en œuvre. Nous l'avons constaté, nous en tirons... je réponds très précisément à votre question. Nous l'avons constaté avec Christophe Castaner. Donc, je réponds très précisément à votre question. Il y a une façon de répondre qui n'est pas appropriée à la colère qui s'exprime. Je vais vous dire franchement, oui. Non mais je veux dire, on ne couvre pas le bruit du tambour en jouant du pipeau. C'est précisément ce que fait le gouvernement aujourd'hui, avec son grand débat. Il joue du pipeau? Avec son grand débat. Je l'ai dit, sous forme de provocation à quelques maires. Si vous souhaitez que samedi prochain, il n'y ait pas de force de sécurité dans votre ville parce que vous pensez que les moyens sont disproportionnés, dont acte. Par contre, vous me l'écrivez. J'ai pas eu de courrier. Voilà, dans un instant, troisième partie de notre émission avec l'actualité parlementaire et elle est chargée. Territoire Sénat dans un instant, à tout de suite.